qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Quelle chance j'ai eu de croiser le chemin de Jérémy Fontagneux. Très médiatisé ces dernières années pour la co-création de la méthode réconciliation avec son collègue David Benoît, Jérémy expérimente depuis une dizaine d'années auprès de ses élèves du lycée de Drancy dans le 93, une méthode pédagogique assez extraordinaire. Celle-ci consiste à intégrer pleinement les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, pour garantir leur succès mais aussi pour sortir de l'isolement les enseignants. Grâce à un suivi hebdomadaire par SMS auprès des parents, les centaines d'enseignants qui s'emparent à présent de cette méthode garantissent un changement total des résultats scolaires mais aussi des relations des enfants avec leurs enseignants. Vous allez adorer cet épisode, j'en suis certaine. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors nous enregistrons cet épisode ensemble pour parler d'une méthode que tu as développée avec l'aide d'autres personnes, nous y reviendrons, qui s'appelle le projet Réconciliation, qui a démarré en 2012. Tu es professeur de SES dans un lycée de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Et je te cite parce que j'ai lu ton livre. Alors tu dis, dans le projet Réconciliation réside quelque chose d'universel qui renvoie simplement au désir profond des enfants d'avoir la tête haute et de rendre leurs parents fiers. Cette méthode est maintenant adoptée par plus de 200 enseignants et on passera à 350 pour la rentrée scolaire prochaine. Tu as écrit un livre et il y a un documentaire qui est récemment sorti au cinéma qui s'appelle Le Monde est à eux. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette méthode ? En fait, la méthode est née en 2012 d'un constat d'échec ou d'un sentiment d'impuissance que mon collègue David Benoît, prof de maths, et moi partagions, et qui est en fait un constat d'impuissance ou un sentiment d'impuissance qui est partagé par beaucoup d'enseignants, pas que en lycée et pas que en Seine-Saint-Denis. En fait, l'un des drames de l'éducation nationale, c'est que nous, les profs, sommes compétents, c'est-à-dire qu'on sait à peu près comment faire pour tirer les élèves vers le haut, les faire grandir, parce que c'est notre métier, c'est notre mission, difficile mais qui est belle. Mais en fait, personne n'est au courant du fait que nous sommes compétents. Les élèves nous voient souvent comme des oiseaux de mauvais augure, où ils ont l'impression qu'on est là pour les embêter, en quelque sorte. Et moi-même, à leur âge, j'étais pareil. Bon, c'est des ados ou c'est des enfants. Et puis, les parents, souvent, ont une image assez négative de nous. Et donc, finalement, on se retrouve dans notre métier, c'était notre cas il y a quelques années, à avoir le sentiment de se battre contre les élèves et les parents pour faire réussir les élèves et les parents. Et donc cette solitude-là, en fait, était très difficile à vivre. On avait un sentiment de beaucoup de frustration. Les élèves gâchaient beaucoup leur potentiel, étaient à peu près sérieux en classe, mais ne révisaient pas à la maison du tout, par exemple, à Drancy. Et donc, on a essayé, comme tous les enseignants font, de trouver des solutions concrètes face à cette frustration-là, aux difficultés qu'on rencontrait. Et est née cette méthode réconciliation. On a eu beaucoup de chance, en fait, à la fois de rencontrer certains élèves dont je parle dans le livre, et puis certains parents d'élèves dont je parle aussi dans le livre et qu'on voit dans le film, qui ont été extraordinairement bienveillants, gentils, qui nous ont poussés d'une certaine manière dans cette direction, qui est devenue la méthode réconciliation, qui est en gros de constituer une alliance parents-professeurs pour protéger les élèves et pour les empêcher de gâcher leur potentiel et pour nous protéger nous aussi, adultes, en quelque sorte. En quoi consiste cette alliance ? En fait, nous, enseignants, travaillons rarement avec les parents d'élèves. On nous a toujours formés, dans notre formation et puis dans nos habitudes pédagogiques,
on est assez autocentré, c'est-à-dire que puisqu'on est compétent, on a le sentiment qu'en préparant bien nos cours, nos évaluations, en corrigeant les copies, en faisant le suivi qu'on fait tous, ça va rouler en quelque sorte. Et donc, les parents d'élèves, pour la plupart d'entre nous, y compris mon collègue et moi il y a quelques années, au tout début, on les voyait comme quelque chose d'un peu lointain. Et on pensait que c'était à nous de faire le travail seul. Et puis éventuellement, ponctuellement, on ferait appel aux parents souvent quand il y a un souci. Là, l'idée de la méthode, c'est d'arrêter avec cette habitude qui consiste à ne se parler parent-prof qu'en cas de problème, parce que dans le fond, c'est un peu malsain, c'est un peu toxique. Forcément, il y a beaucoup plus de tension dans une relation si on ne se parle qu'en cas de souci que de façon habituelle. Donc le cœur de la méthode, c'est d'aller chercher les parents très tôt. Donc on les appelle individuellement, fin août, au moment de la rentrée des profs, ou tout début septembre, 1er, 2 septembre, de façon à aller les chercher avant même que l'année scolaire ait débuté, ce qui surprend les parents. Et ensuite, donc relation précoce avec les parents, chaque parent d'élève. On ne fait pas forcément de réunion de début d'année d'ailleurs, puisque le coup de téléphone est plus efficace en termes de mobilisation des parents qu'une réunion, puis c'est moins chronophage. Et puis donc relation précoce et relation régulière, puisque les échanges avec les parents se font à un rythme hebdomadaire. En fait, on s'engage auprès des familles à leur envoyer un petit compte-rendu chaque semaine de ce qui s'est passé en classe pour qu'ils aient des informations régulières et qu'à la maison, ils puissent faire un accompagnement, un suivi qui petit à petit, l'élève voyant que les adultes se parlent entre eux, contrairement à l'habitude, les élèves petit à petit vont faire plus d'efforts, se mettre davantage au travail et donc se rendre compte que le travail paye, que quand on est plus sérieux que d'habitude, eh bien les résultats s'améliorent, ce qui les pousse à faire de mieux en mieux. Ça déclenche un cercle vertueux. Comment tu t'y prends pour être en lien avec les parents ? Concrètement, Ouais. on les appelle fin août, tout début septembre. Et après, c'est des SMS, c'est ça ? C'est ça. Et semaine après semaine, on envoie des petits comptes rendus chaque semaine. Donc, l'originalité de la méthode, si je puis dire, c'est d'appeler tous les parents d'élèves, et pas seulement des parents d'élèves dont les enfants seraient en difficulté ou poseraient problème, entre guillemets. Donc, on le fait avec tout le monde. Et puis surtout, on le fait de manière régulière, systématique, en fait. Parce qu'encore une fois, nous, on a l'habitude, en tant qu'enseignants, de ne faire appel aux parents d'élèves qu'en cas de problème. Là, l'idée est de banaliser, normaliser en quelque sorte les échanges, puisque à chaque parent, chaque semaine, nous envoyons un petit SMS, que les nouvelles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes. En fait, assez rapidement, elles deviennent bonnes, parce que quand les élèves voient que les échanges sont réguliers, ils font beaucoup moins de bêtises. C'est ce que je décris dans le livre, de voir des classes qui prennent feu. Et c'est ce qu'on voit à la fois dans le film Le Monde est à eux, qui est sorti au cinéma, qui va sortir en DVD, là. Et puis qu'on voit aussi dans le deuxième documentaire sur les autres profs du collectif, les 200, 350 l'année prochaine, qui, à la fois en école primaire, en collège et en lycée, reprennent la méthode et qui voient que, c'est vrai, comme vous le disiez au tout début, il y a quelque chose d'universel dans le fait que les élèves veulent avoir la tête haute. Il y a aussi quelque chose d'universel dans la mesure où quand les enfants, les adolescents voient que les parents se parlent et s'apprécient, parce que les parents sont très touchés par le fait que nous allions vers eux dès le début de l'année. Donc assez rapidement, les parents nous aiment bien. Et ça, les élèves, ils se méfient un peu. Les enfants, les adolescents, ils se disent, mince, je vais pouvoir moins faire de bêtises que d'habitude. Donc c'est désagréable pour eux, mais rapidement, ils se mettent au travail et du coup, ils progressent. Du coup, nous, en tant qu'enseignants, on a beaucoup moins à nous battre contre les élèves. Et la bonne volonté des élèves se développant et les parents nous soutenant, on peut enfin faire notre métier. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu utilises les SMS plutôt que le fameux Pronote ? Alors, il y a Pronote ou d'autres environnements numériques de travail. Tout d'abord, il se trouve que la méthode, même si aujourd'hui elle est utilisée dans tous les contextes socio-géographiques, c'est une méthode qui est née à Drancy, qui est née en Seine-Saint-Denis, comme vous le rappeliez. Moi, je suis toujours en poste à temps plein à Drancy et en Seine-Saint-Denis. Enfin, j'ai beaucoup de chance d'être dans ce lycée-là. Et dans les quartiers populaires, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus modeste de France métropolitaine. Beaucoup de parents ne sont pas familiers avec l'institution scolaire, soit parce qu'ils n'ont pas fait leurs études en France, soit parce qu'ils ont fait leurs études en France mais ne sont pas allés jusqu'au lycée, par exemple. Donc pour eux, l'environnement scolaire n'est pas familier ou n'est pas forcément quelque chose vis-à-vis duquel ils se sentent à l'aise, aussi parce que
les parents d'élèves dans les quartiers populaires, ils n'ont pas forcément lu Bourdieu, ils n'ont pas forcément fait des études de sociologie, mais ils ne sont pas bêtes non plus et ils voient bien que notre système scolaire est injuste et a tendance à trier les élèves en fonction de leur origine sociale, c'est ce que montre la sociologie. Et donc, ils ont l'impression, à juste titre, malheureusement, que l'école n'est pas un lieu qui est forcément chaleureux ou qui va forcément les accueillir de manière sympathique. En fait, nous, enseignants, avons l'habitude d'organiser des réunions de début d'année, mais souvent, les parents d'élèves, il y a à peu près la moitié des parents d'élèves seulement qui viennent aux réunions de début d'année parce qu'ils ne se sentent pas si bien accueillis, en quelque sorte. Donc, il y a beaucoup de malentendus. Parce qu'après tout, nous, parents, nous enseignants, nous aimerions qu'ils viennent. Les parents ne le comprennent pas forcément. C'est pour ça qu'on va les chercher au téléphone avec cette méthode-là. Mais du coup, pour la même raison que les parents viennent pas forcément tous à la réunion de début d'année, ils ne sont pas forcément connectés à l'environnement numérique de travail. Et puis, l'ENT, Pronote par exemple, a quelque chose d'un petit peu froid ou officiel, formel, institutionnel, qui du coup n'est pas très chaleureux par définition. Alors que le cœur de la méthode, c'est de développer un lien plutôt chaleureux, une forme d'affection entre parents et professeurs, pour que la relation dure, justement. Et donc, c'est aussi pour des raisons pratiques qu'on utilise le SMS. C'est beaucoup plus efficace. Les parents le reçoivent dans leur poche, alors qu'ils ne sont pas forcément connectés à l'ENT, qu'il n'y a pas forcément les notifications sur l'ENT, ou que l'ergonomie de Pronote est catastrophique par ailleurs. Donc, c'est plus simple avec les SMS. Il y a un côté très pragmatique. Je suppose qu'on te pose beaucoup la question, mais est-ce que ça ne te prend pas trop de temps d'envoyer régulièrement ces nouvelles aux parents ? En fait, au début, on ne s'est pas beaucoup posé la question du temps parce qu'on essayait de trouver des solutions face aux difficultés qu'on rencontrait. Petit à petit, améliorant la méthode et réussissant à la formaliser, si je puis dire, telle qu'on la transmet aux collègues qui nous rejoignent aujourd'hui, en fait, tous les collègues qui utilisent la méthode aujourd'hui ne travaillent pas plus que les autres collègues. La méthode a comme difficulté non pas d'être chronophage, mais de nous obliger à travailler autrement. Elle n'est pas chronophage parce qu'en début d'année, aller chercher les parents au téléphone et envoyer les premiers SMS prend du temps. Parce que la confiance ne se décrète pas et que du coup, on passe beaucoup de temps au téléphone et dans les SMS avec les parents. Les mois de septembre et octobre sont plus chronophages, ça ajoute une charge de travail pour tous les enseignants du collectif. Moi, le premier, la méthode, depuis plusieurs années, je la fais avec tous les élèves que j'ai. Donc j'en ai 30 en terminale, comme on le voit dans le film, chaque année. Mais j'en ai 200 de seconde. Donc j'appelle 250 familles chaque année au téléphone. Mon mois de septembre est très intense. La méthode implique une surcharge de travail en septembre-octobre. Mais assez rapidement, les habitudes que l'on crée chez les parents avec le SMS hebdomadaire, le fait que les parents s'impliquent davantage dans le suivi de la scolarité de leur enfant, le fait que les enfants fassent plus d'efforts que d'habitude, tout ça nous fait gagner beaucoup de temps. Je donne un exemple très concret pour illustrer cela. Chaque année, on finit avec mes élèves de terminale à peu près un mois ou un mois et demi avant les épreuves, le programme. Cette année, les épreuves ont lieu le 20 juin. On a fini le programme le 7 mai. Alors que la plupart des collègues en SES, comme dans les autres spécialités, finissent souvent fin mai ou début juin et parfois, par éthique et par engagement vis-à-vis des élèves, ajoutent des séances supplémentaires, font des cours en visio, etc. Ce qui est courageux et ce qui est beau, mais ce qui du coup est très chronophage. En fait, avec la méthode, on travaille plus en début d'année, mais une fois que les parents sont avec nous et une fois que les élèves font un peu plus d'efforts que d'habitude, ce temps supplémentaire en début d'année est assez vite rentabilisé. Et donc, finalement, à la fin de l'année, on ne travaille pas plus que les collègues. Par contre, la différence, c'est qu'on ne subit plus. Parce que le soutien des parents nous donne l'impression qu'on est capable de trouver ensemble des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour notre santé mentale en tant qu'enseignant. Le fait de casser ce sentiment d'impuissance qui, encore une fois, été à l'origine de la méthode. Et puis, le spectacle de voir les élèves se mettre au travail, comme je le décris dans le livre, et puis comme on le voit dans les deux films d'ailleurs, à Drancy, pour celui qui est sorti au cinéma, et puis dans le documentaire sur les collègues qui utilisent la méthode, le fait de voir les élèves se mettre au travail, exploiter enfin leur potentiel et prendre du plaisir à travailler, parce que c'est ça qui est formidable, c'est de voir les élèves arrêter de gâcher leur potentiel. Ça, c'est un spectacle qui est formidable, même s'il fallait travailler un peu plus pour avoir ce spectacle-là, je pense qu'on le ferait, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin de travailler plus. Par contre, la difficulté de la méthode, c'est qu'elle implique un changement de notre vision du métier,
des élèves, des parents et de nous-mêmes d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives dans la méthode. Par exemple, le fait que l'objectif de la méthode est d'arrêter de s'épuiser en tant qu'enseignant, mais elle implique le premier jour de l'année de passer 2 heures ou 3 heures au téléphone avec les parents. C'est contre-intuitif, c'est contradictoire en quelque sorte. Ou bien le fait que en donnant notre numéro perso aux parents, c'est la meilleure façon d'éviter le fait qu'il soit envahissant. C'est très contre-intuitif ça aussi. Mais quand on dit aux parents, voici mon numéro perso, vous pouvez l'enregistrer, n'hésitez pas, je suis là, vous pouvez me contacter. En fait, tous les parents d'élèves sont très heureusement surpris et voient notre numéro comme quelque chose de si précieux qu'il ne faut absolument pas en abuser. Donc les parents n'abusent jamais. N'abusent jamais. Mais c'est contradictoire ou c'est contre-intuitif. C'est surtout en décalage avec les conceptions qu'on a de notre métier qui sont à la fois issues de notre formation. Encore une fois, quand on nous forme en tant qu'enseignant, on est toujours dans un cadre assez fermé de la classe et dans ce face-à-face entre les élèves apprenants et le professeur ou la professeure ou la maîtresse, le maître, qui sont cette espèce de hussard noir de la République un peu mythique. Il y a aussi ce mythe du professeur héros ou de la professeure héroïne. On a tous un prof qui nous a marqué dans notre enfance. Et ce mythe qui est sympathique, en fait, il est assez dangereux parce que nous, en tant qu'enseignants, il nous met beaucoup de pression. D'une certaine manière, c'est comme si il fallait être à la hauteur de ce mythe-là ou de ces attentes-là. Et puis, il est très déresponsabilisant pour les enfants et pour les parents, puisque finalement, les élèves se disent « mes résultats scolaires ne dépendent pas de mes efforts, mais du caractère plus ou moins génial de mon prof ou de ma maîtresse ou de mon maître ». Et puis, les parents se disent « j'espère que cette année, mon enfant aura un prof génial, comme ça roulera », comme si les parents n'avaient pas leur part à jouer. Donc, la méthode consiste vraiment à remettre chacun à sa place. Le succès scolaire des élèves ne dépend pas que de nous. Ouais. On en a marre de s'épuiser. Donc, nous, on va faire notre part. Mais il faut que les élèves fassent leur part et pour cela, il faut que les parents fassent leur part aussi. Mais du coup, c'est aussi contre-intuitif par rapport, ou c'est un peu contraire à ce mythe du prof génial ou de la maîtresse fantastique ou de la prof formidable qui prend tout sur ses épaules et qui parvient, un peu comme dans le cercle des poètes disparus, à faire naître l'étincelle, la joie et l'envie d'apprendre chez les élèves. Nous ne sommes pas géniaux et c'est pour ça qu'on appelle les parents à l'aide. Est-ce que tu as déjà eu des parents réfractaires à cette méthode ? En fait, l'un des secrets de la méthode, si je puis dire, même si les véritables secrets, je les garde pour les collègues qui nous rejoignent et qui nous contactent. En fait, l'un des secrets de la méthode, c'est, comme je l'ai dit, le fait d'appeler les parents le 30 août ou le 31 août ou le 1er septembre. C'est si précoce. Aucun prof ne le fait, on a tellement de choses à gérer à la rentrée que appeler tous les parents d'une classe ou appeler tous les parents de nos élèves quand on est professeur des écoles paraît inimaginable. Et donc c'est simple, lorsqu'on le fait, c'est la première fois que les parents se voient appelés par une maîtresse, un maître ou un professeur, une prof. Et donc ils réagissent très positivement. Ils le prennent toujours de manière très sympathique. Ils sont surpris de manière très positive de cette initiative-là, d'autant plus que notre discours est assez valorisant pour eux, en leur disant qu'ils ont des forces en tant que parents, en tant qu'éducateurs, que nous, enseignants, même si nous sommes compétents, même si nous sommes engagés et qu'ils peuvent compter sur nous, on ne va pas y arriver sans eux, quoi. Donc c'est à la fois une manière de les responsabiliser, de leur mettre la pression en quelque sorte. Le cœur de la méthode, c'est nous profs sommes compétents, il faut que vous, parents, fassiez votre boulot, parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais c'est vrai que la manière dont on le présente fait que les parents réagissent très positivement. Ils se disent, dis donc, c'est la première fois qu'une maîtresse, qu'un maître ou un prof, une prof m'appelle pour se présenter, pour me dire qu'il est content, elle est contente d'attaquer l'année ensemble, et puis pour me dire qu'en tant que parent, j'ai mon rôle à jouer. En fait, il y a beaucoup de quiproquos, encore une fois, c'est souvent ce qu'on dit à la réunion de début d'année. Mais les parents, souvent, la réunion de début d'année ne le prennent pas comme ça, parce qu'on parle à tous les parents, donc en parlant à tout le monde, en fait, on parle à personne, en quelque sorte. Donc le caractère individuel de l'interaction est très important stratégiquement. Et puis, c'est bête, mais les parents, souvent, lorsqu'ils sont informés de la réunion de début d'année, c'est de manière un peu formelle, froide, à l'écrit, avec un aspect de convocation un petit peu. Vous devez venir à l'école, il y a la réunion, nous comptons sur vous. Et donc, c'est pas la manière la plus chaleureuse, en quelque sorte, de faire, alors que là, c'est individuel, c'est oral, donc téléphonique. Et puis surtout, c'est une manière de leur dire, on a besoin de vous et nous savons que nous allons pouvoir compter sur vous. Donc, les parents, le 1er septembre, ne réagissent jamais négativement. Par contre, la vérité, c'est que pendant l'année scolaire, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas.
les enfants, les adolescents sont quand même des spécialistes des tentatives de torpillage de l'alliance, ou pour le dire plus gentiment, ils sont assez doués pour créer des malentendus ou des quiproquos. Ce qui va les arranger sur le court terme, parce que si les enfants ou les adolescents voient que la relation parent-prof s'est un petit peu dégradée, les enfants vont pouvoir faire un peu plus de bêtises, si je puis dire, ou vont être moins obligés de faire des efforts, si je puis dire. Et donc du coup, parfois, il y a des quiproquos et parfois, il y a des malentendus. Et c'est l'une des difficultés de la méthode, c'est qu'elle nous oblige, en tant qu'enseignants, à développer des compétences que nous n'avons pas parce qu'on n'a pas été formé pour ça. Encore une fois, on n'a jamais mis les parents au cœur de notre métier. Et donc les collègues qui m'écrivent et qui se lancent et que moi j'accompagne et qui rejoignent un collectif de professeurs qui petit à petit acquièrent des compétences de l'ordre de la diplomatie, de la communication, de la patience, de notre capacité à mettre notre ego de côté lorsqu'il y a parfois des parents qui réagissent de manière improbable, disons. Puis les parents d'élèves sont des êtres humains comme nous. Et donc, comme moi, comme vous peut-être, j'imagine, ils ont au fond d'eux une part d'hypocrisie, une part de lâcheté. Parfois, ils sont irresponsables. Moi, ça m'arrive aussi d'être irresponsable ou de laisser trop de place à ma petite voix qui dit « c'est la faute des autres, j'ai pas à me remettre en cause ». Donc, les parents aussi sont comme ça, ce sont des êtres humains. Et donc, du coup, le cœur de la méthode est de réussir à manœuvrer en quelque sorte suffisamment pour que la part fataliste qui est en eux ne prenne pas le dessus, comme chez nous, comme chez les enfants en quelque sorte. Donc non, il n'y a aucun parent qui réagit négativement au début d'année. Par contre, pour que les choses durent, ça demande beaucoup de temps, de patience, et c'est pour ça que ce n'est pas une recette magique. La méthode fonctionne de manière extraordinaire, mais les résultats que j'évoque dans le livre et qu'on voit dans le film qui est sorti au cinéma, Le Monde est à eux, ou dans le film Réconciliation, le collectif, qui est en ligne, ce sont des résultats qui ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Je préviens toujours les collègues, attention, ça va prendre du temps, il faut un horizon temporel de 3 ans ou de 5 ans pour vraiment prendre la mesure de ce que signifie travailler main dans la main avec les parents. J'aimerais bien maintenant qu'on parle des résultats de cette méthode. Donc j'ai surligné cette phrase dans ton livre: des classes dans lesquelles plus un seul élève ne manque, où les bavardages, le décrochage et l'échec scolaire ont disparu. Comment expliques-tu un tel succès ? En fait, l'aspect un petit peu magique de la méthode, c'est que les enfants, les adolescents, donc je parle à la fois de Drancy et puis chez tous les collègues qui se lancent et qui vivent la même chose que nous, lorsque les enfants, les adolescents se voient prévenir par leurs parents qu'avec la maîtresse, le maître ou tel professeur dans telle matière, les échanges vont être réguliers, que chaque semaine, attention, je vais recevoir un SMS de ton prof ou de ta prof, donc tu as intérêt à faire attention, ou je suis d'accord avec la maîtresse, je suis d'accord avec le prof, je l'aime bien, donc fais ce qu'il te dit. Bref, ce discours des parents est très marquant pour les élèves parce qu'ils se disent il va falloir que je fasse plus d'efforts que d'habitude. Et on le voit à la fois dans le livre, dans le film et dans le documentaire qui est en ligne. En fait, ça s'explique de manière assez simple. Quand les élèves font ce qu'on leur dit, du coup, ils progressent. C'est vraiment aussi bête que ça. Souvent, nous, enseignants, encore une fois, sommes compétents, savons ce que les élèves doivent faire pour y arriver. Et les problèmes viennent du fait que les élèves ne font pas ce qu'on leur dit. C'est l'un des drames, encore une fois, de l'éducation nationale, c'est que tout irait mieux si les élèves faisaient ce qu'on leur dit. Alors bien sûr que nous ne sommes pas nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des pédagogues irréprochables, mais néanmoins, les frustrations, le gâchis de potentiel et les mauvaises notes viennent souvent du fait que les élèves font autre chose que ce qu'on leur a demandé de faire, soit parce qu'ils ont la flemme. Il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, des adolescents. Souvent, ils manquent de confiance en eux. Ils ont aussi peur du regard des autres. Ils ont peur de passer pour un faillot. Ou, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas des méthodes de travail si fortes que cela. Et donc, ils se disent pourquoi est-ce que cette année, ça changerait. Ils sont fatalistes. Les enfants, les adolescents, comme nous tous, je crois. L'existence a tendance à nous rendre fatalistes. Et donc, pour toutes ces raisons, les élèves ne font pas ce qu'on leur dit. En classe, ils ne sont pas assez concentrés, ils sortent leur téléphone, à la maison, ils ne révisent pas, etc. Et en fait, quand ils voient dès le début de l'année que parents et profs se parlent, en fait, ils se tiennent un peu plus à carreau que d'habitude. Ils font un peu plus d'efforts que d'habitude. Et c'est aussi simple que ça. Quand les élèves font davantage qu'on leur demande, ils progressent. Et quand ils progressent,
ils ont une sorte de déclic. Ils se disent, mais je suis pas nul, en fait, je suis capable d'y arriver. Finalement, quand je fais ce que la maîtresse me dit, quand je fais ce que le maître ou le prof, la prof me dit, en fait, c'est pas si dur les maths. En fait, je suis capable d'avoir la moyenne en anglais, je suis capable d'avoir la moyenne dans telle ou telle matière. Et donc, les élèves commencent à avoir l'impression qu'ils sont capables d'y arriver. Donc, ce déclic-là, ce gain de confiance en eux, les pousse à faire davantage d'efforts. Donc, il y a un cercle vertueux. Les efforts entraînent des progrès, qui entraînent des encouragements, qui entraînent de nouveaux efforts, de nouveaux progrès et de nouveaux encouragements. En plus, ce dialogue entre parents et profs, cette communication fréquente qui, au début, on va pas se mentir, était faite un petit peu pour intimider les élèves en disant attention, cette année, il faut pas faire de bêtises. En début d'année, il y a ce côté-là. Mais très rapidement, les échanges réguliers entre parents et profs, comme dans les SMS, il y a les nouvelles de la semaine, les nouvelles deviennent assez bonnes. Et donc, du coup, cette alliance parents-prof, qui est un petit peu redoutée par les élèves en début d'année scolaire, devient une source de motivation et d'envie de se dépasser, de rendre fiers ses parents, comme vous le disiez au début. D'être fier de soi, d'être fier de ses camarades aussi. Il y a beaucoup de cohésion au sein des groupes parce que comme on envoie les SMS à tous les parents d'élèves, ça favorise aussi la cohésion, ça envoie un message de justice. Nous ne stigmatisons personne, c'est le même tarif pour tout le monde, si je puis dire. Et puis du coup, les élèves se rapprochent les uns des autres et ont tous l'impression d'avoir une épée de Damoclès, si je puis dire, au-dessus d'eux. Et donc, du coup, ils s'entraident beaucoup. Donc, l'émergence du groupe comme énergie positive, l'émergence de la bonne volonté dans le cœur des élèves, avec cette impression que, en fait, ça marche, je suis capable d'y arriver, avec les parents qui les encouragent, les profs qui les encouragent, tout ça favorise un cercle extraordinairement vertueux. Et c'est ce qui fait que plus d'échecs scolaires, comme vous le disiez, c'est ce qui fait que le fameux 100% de réussite, c'est vrai que depuis 2017-2018, il n'y a plus un élève de terminale qui échoue, ils ont tous le baccalauréat, alors qu'à Drancy, c'est compliqué. Mais 100% de réussite, c'est aussi un slogan un peu réducteur. La plus belle victoire ou la plus belle mesure des résultats, c'est de voir les élèves ne plus subir leur existence. C'est de voir les élèves qui sont... Alors, je ne dis pas qu'ils viennent en courant au lycée ou au collège, à l'école, sous la pluie, en disant « j'ai hâte de travailler ». Ça reste des êtres humains, donc ils ne sont pas fous non plus. Simplement, ils voient désormais l'école comme un cadre dans lequel, ou la classe comme un cadre dans lequel ils vont pouvoir prendre le risque de faire ce qu'on leur demande ou accepter de faire ce que les adultes leur demandent et qui est désagréable pour eux parce qu'on leur demande de faire des efforts, de travailler. Mais ces efforts vont payer, ils se sentent soutenus par les camarades aussi, par les parents. Et donc, le changement de vision que les élèves ont, à la fois de l'école, du groupe et de nous en tant qu'adultes, explique la multiplication par 3, 5 ou 10 de leur bonne volonté. Et donc les mêmes élèves qui, depuis des années, avaient des difficultés ou semblaient intenables, y compris très jeunes, des enfants qui, à la maternelle, n'arrivaient pas à tenir en place, en quelque sorte, qui étaient en souffrance et qui aussi faisaient souffrir les autres élèves et parfois maîtres et maîtresses en maternelle. Ces mêmes élèves-là, avec un appel en début d'année, la maman, le papa qui va leur dire cette année c'est pas la même chose parce que avec ton maître, ta maîtresse, les choses vont se passer différemment. Ce même élève va changer en quelques mois de façon extraordinaire. C'est ce que les collègues nous disent. Ma femme est professeure des écoles et bon, elle fait un travail extraordinaire. Moi, je suis pas neutre au sujet de ma femme que j'admire beaucoup, mais du coup, dès le plus jeune âge, le changement de vision que les élèves peuvent avoir sur l'école les pousse à développer leur bonne volonté et ça change tout. Et ça change tout pour eux, ça change tout pour nous aussi et pour les parents aussi. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, un exemple d'un élève dont tu te souviens qui a particulièrement changé grâce à cette méthode ? Il n'y a pas de... Honnêtement, je ne pourrais pas donner un exemple. Dans la promotion 2024, il y a une élève qui a décroché l'année dernière en première pour des raisons de... Elle a de grosses difficultés de santé qui l'obligent à s'absenter. Il y a des rendez-vous médicaux réguliers pour des raisons lourdes. Et puis, il y a des raisons familiales aussi, un contexte familial qui est très compliqué. Donc, c'est une élève qui, au cours de l'année de première, a disparu. Elle a décroché. En début d'année, elle est venue à quelques cours et puis elle a commencé à sécher les cours, à disparaître un petit peu, à décrocher. Et du coup, on s'est mis d'accord avec le collègue en SES, puis la direction et l'élève et ses parents, pour qu'elle passe dans la classe avec laquelle moi j'avais commencé mon année scolaire. Et du coup, l'élève en question, à partir du mois d'octobre, novembre,
a fait des efforts prodigieux parce que l'impression d'entrer dans une classe un peu spéciale ou d'avoir un encadrement un peu spécial. Moi, je ne suis pas plus compétent que mon collègue de SES qui fait du très bon travail et qui avait fait du bon travail avec elle. Mais simplement, c'est vrai que ce lien avec la famille et le fait de voir une classe qui est déjà très au travail parce qu'il y a les parents derrière, a favorisé pour cet élève-là des efforts extraordinaires qui ont permis de faire des progrès qui sont fous, qui sont impressionnants et qui sont pour moi une source d'admiration vis-à-vis de cet élève-là. Et donc, elle a commencé l'année à 3 sur 20 de moyenne en bac blanc, en SES. Et nous sommes mi-juin, dans 2 jours, il y a les épreuves de spécialité. Au dernier bac blanc, elle a 8 sur 20, donc elle est passée de 3 à 8. Je pense qu'elle va avoir 9 ou 10 à l'écrit. Et puis, on va préparer ensemble les oraux de rattrapage, puisqu'elle va être sous la barre des 10 sur 20 à l'issue des épreuves écrites. Mais en prenant SES à l'oral de rattrapage, on a commencé déjà à préparer l'oral aussi dans le cadre de la préparation du grand oral. Et je pense qu'elle va y arriver et qu'elle va avoir 15 ou 16 à l'oral parce qu'elle est complètement sortie d'elle-même. En début d'année, elle avait un sentiment d'impuissance et elle avait une très faible confiance en elle pour des raisons qui sont liées à son contexte et à la vie très difficile qu'elle a. Mais elle a réussi en quelque sorte elle est en train de surmonter ces difficultés-là et j'en parle au présent puisqu'on est dedans et que je la revois demain et je la croiserai au lycée pour l'épreuve de philosophie. Mais du coup, c'est un exemple comme tant d'autres. En seconde aussi, il y en a et tous les collègues qui se lancent le voient aussi dans leur classe. Il y a des exemples qui sont ahurissants de mise au travail et de transformation, de métamorphose extraordinaire, aussi bien d'élèves que de relations parents-élèves, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous remercient d'avoir réparé des choses au sein de la famille, alors que nous, notre but, c'était simplement d'arrêter de subir en tant qu'enseignant. Et il y a aussi des exemples extraordinaires de métamorphose ou de transformation formidable de collègues qui, pour certains, enseignaient depuis 20 ans, 30 ans, et qui disent « mais j'avais jamais imaginé que les parents pouvaient être aussi utiles, efficaces », parce que c'est vraiment ça le cœur de la méthode, faire en sorte que les parents nous aident en tant qu'enseignants à faire notre métier, à ne plus subir. Et en particulier les professeurs des écoles qui souvent croisent les parents à la grille, les invitent ponctuellement en classe ou font un blog ou utilisent l'application Classly pour transmettre des informations. En fait, ce sont les professeurs des écoles qui sont le plus impressionnés par les effets de la méthode parce que le fait de ritualiser et de rendre plus structurel pour chaque parent de manière individuelle les échanges fait que les parents interviennent beaucoup plus et surtout beaucoup plus efficacement dans le suivi de la scolarité. Et donc, il y a des transformations d'élèves qui sont extraordinaires, mais aussi des transformations de professeurs. Et c'est ce que j'explique dans le livre aussi. Moi, j'étais en souffrance, encore une fois, au tout début, mon collègue aussi, David. Puis au bout d'un moment, on a l'impression de marcher sur l'eau parce que aller en classe avec des élèves qui ont confiance en nous, parce que c'est vrai qu'en début d'année, ils n'aiment pas beaucoup cette alliance, cette méthode, mais assez rapidement, ils se rendent compte que c'est pour leur bien. Aller en classe donc avec des élèves qui ont confiance en nous, qui pensent que ce qu'on leur demande n'est pas forcément agréable, mais que ça vaut le coup, que c'est dans leur intérêt en quelque sorte. Et donc ils acceptent de le faire, ils s'entraident avec les familles qui sont derrière, qui le matin et puis le soir leur ont dit « continue, je suis fier de toi, on va y arriver ». Pour nous, enseignants, enfin, c'est un bonheur, quoi. C'est une chance extraordinaire et il y a beaucoup de choses qui sont très belles dans ce métier. Le fait qu'on a assez peu de comptes à rendre, alors c'est aussi quelque chose de dangereux. Il n'y a aucune... La gestion des ressources humaines au sein de l'éducation nationale est catastrophique. Hein. L'institution dysfonctionne complètement. Donc, il y a beaucoup de soucis, sans même parler des salaires qui sont scandaleux et des politiques éducatives qui sont absolument pas à la hauteur et des incapables qui nous dirigent. Mais simplement, le fait, quand on est en classe, de pouvoir faire comme on veut. En plus, avec cette méthode-là qui nous protège contre toutes les violences du métier, avec cette liberté qu'on a et puis aussi le temps de vacances scolaires qui change parce que beaucoup d'enseignants à l'heure actuelle utilisent les vacances scolaires comme un moyen de se reposer face à l'épuisement pendant les périodes scolaires et puis préparent la suite
au bout d'un moment, quand les parents sont avec nous et que les élèves développent leur bonne volonté, il n'y a plus besoin de s'épuiser durant les vacances scolaires à refaire les cours, à refaire sa progression, à tout recommencer chaque année en espérant que le cours soit meilleur dans l'espoir de faire adhérer les élèves. Beaucoup de collègues, du coup, arrêtent de s'épuiser et profitent vraiment des vacances scolaires, qui est l'une des chances qu'on a dans notre métier, mais dont trop souvent on ne profite pas parce qu'on a le sentiment d'avoir la tête sous l'eau. Et donc, c'est aussi une transformation pour nous, enseignants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un parent aille trop loin dans le suivi de cette scolarité avec ses enfants ? En fait, les parents d'élèves, parfois, ont des comportements qui sont toxiques parce que la famille est une cellule qui est une cellule d'amour, de transmission de force, de construction, mais c'est aussi une cellule toxique dans laquelle les parents ont hérité de névroses qu'ils transmettent souvent à leurs enfants. Et moi-même, je suis le fruit d'une éducation familiale qui est belle, vis-à-vis de laquelle j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance, mais j'ai hérité aussi de fantômes du passé, des générations précédentes. Et on est tous meurtris ou handicapés de ce point de vue-là. Et donc, il arrive, bien sûr, que des parents d'élèves, parfois, parlent en des termes trop sévères de leur enfant. Dès le premier jour, nous disent je veux bien essayer ce que vous me proposez, mais ma fille, c'est une incapable, ou alors ma fille, elle est trop bête, ou mon enfant, c'est un bon à rien, je ne sais pas si ça servira à quoi que ce soit. Donc, du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, le papa ou la maman a un positionnement qui est un obstacle à la réussite de l'enfant. Parce qu'avec des parents qui pensent qu'on est bon à rien, l'enfant ne va pas avoir envie d'essayer. Il va probablement intérioriser cette vision-là de lui-même. Et beaucoup d'enfants doutent d'eux parce que les parents doutent d'eux en tant que parents, ils doutent de leur enfant et ils ont une vision sombre d'eux-mêmes ou de la vie, si je puis dire, qui s'explique par les accidents et les violences de l'existence. Mais donc, simplement, le fait de créer cette relation qui, au début, est empreinte d'affection et qui, petit à petit, devient une relation de confiance, nous permet aussi de rassurer des parents, de leur proposer de faire un pas de côté par rapport à ce qu'ils faisaient habituellement, que ce soit de la violence verbale ou parfois de la violence physique. Quand on est en contact que de façon ponctuelle avec les parents, on n'a pas les moyens, en quelque sorte, on ne peut pas les pousser à changer. Alors nous, en tant que professeurs, nous n'estimons pas avoir des leçons à faire aux parents ou on respecte leur travail d'éducateur. Mais lorsque parfois le fait que les parents mettent trop de pression sur les enfants, par exemple au moment de l'orientation, à la fin du collège ou au lycée, moi j'ai des élèves de terminale chaque année avec des parents qui, au sujet de Parcoursup, angoissent de façon excessive et qui transmettent leur angoisse aux enfants. Et donc à ce moment-là, le lien, la relation qu'on a réussi à développer parce qu'elle est précoce et parce qu'elle est régulière, nous permet de mettre à distance les parents en leur disant « Écoutez, là, ça fait plusieurs fois que je vous le dis gentiment, mais là, vous êtes un obstacle à l'épanouissement de votre enfant. Vous lui transmettez une angoisse qui est parfaitement compréhensible par ailleurs, mais s'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de parler de l'orientation à la maison et on va s'en occuper, lui et moi, et je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Mais ce que vous faites est un obstacle à l'épanouissement de votre enfant. » Et donc, le geste initial de la méthode est de rapprocher les parents et de faire en sorte que l'enfant voit que les adultes se parlent entre eux, donc l'adolescent doit faire moins de bêtises, mais dans le même temps, on adapte complètement les communications, les informations qu'on transmet ou qu'on décide de ne pas transmettre aux familles. Et puis, petit à petit, cette confiance qui naît nous permet d'aider les parents à faire des pas de côté par rapport à ce qu'ils faisaient habituellement. Les parents qui lèvent la main sur leur enfant, c'est grave, c'est triste, mais souvent, ils croient bien faire. Ils pensent que ça va aider leur enfant, ce qui est faux, ce qui est dangereux, ce qui est grave. Mais du coup, comme on a créé cette relation et qu'au bout de quelques semaines, on dit aux parents « Alors, je vous propose qu'on essaye d'une autre manière. Moi, je vais faire autrement. Et puis, est-ce que vous seriez d'accord pour… » Au début, les parents nous disent « Je ne sais pas. » Bon, donc, on les laisse tranquilles. Et puis, on revient gentiment mais fermement à la charge quelques semaines après. Et au bout d'un moment, papa, maman va dire « OK ». Et puis, à la suite de ce changement chez les parents, ils vont voir que en fait, l'enfant est mieux parce que lever la main sur son enfant, en fait, ça ne l'aide pas à grandir. C'est même un obstacle. Et donc, du coup, les parents sont pragmatiques. Ils se rendent compte que finalement, le fait d'avoir essayé autrement aide leur enfant. Et donc, ça les aide aussi parce que dans le fond, ils les aiment. Et ça les interroge aussi sur, tiens, peut-être que ce que je faisais, c'était aussi par habitude, parce que parfois, les parents qui lèvent la main sur leur enfant, c'est des parents qui eux-mêmes, enfants, ont été battus. Et donc, du coup, en quelque sorte, sans relation avec les parents, rien de tout cela, ce déplacement, ce changement de vision n'est pas possible. Le cœur de la méthode est de créer cette relation-là pour s'aider collectivement, pour aider les élèves à arrêter de gâcher leur potentiel,
pour aider les parents aussi à ne plus faire ce travail difficile, qui est le travail d'éducateur seul, et pour nous aider, nous aussi enseignants, à ne plus être seuls face à tous les enjeux qu'on a en tant qu'enseignants. Et c'est vrai que comme le cœur de la relation avec les familles, c'est la chaleur humaine, c'est la bienveillance, c'est la gentillesse, la patience. Et donc, du coup, cette relation-là nous permet collectivement de nous déplacer et de réduire les violences. À la fois, nous, parfois, il y a des choses qu'on fait en tant qu'enseignants dont on ne se rend pas compte de l'impact. Les parents vont nous aider à nous en rendre compte. Et puis, de manière réciproque, les parents, parfois, font des choses qu'ils ne devraient pas faire et on va les aider à se rendre compte du fait que c'est peut-être mieux de faire autrement. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur notre système éducatif aujourd'hui, brièvement? Qu'est-ce que tu lui reproches et en même temps, qu'est-ce que tu souhaites voir évoluer après toutes ces expérimentations extrêmement heureuses que tu as faites ces dernières années? C'est vrai que là, la méthode qu'on a faite dans notre coin, un petit peu, mon collègue et moi, pendant 10 ans, et qu'on a fait connaître à partir de 2021, maintenant, elle est reprise par de plus en plus d'enseignants. Comme vous le disiez, nous, on invite tous les enseignants qui sont intéressés, qui se disent pourquoi pas, j'ai envie d'essayer, à nous contacter, soit via les réseaux sociaux, soit via une adresse qu'on a créée, qu'on mettra peut-être dans la description du podcast. En fait, ils peuvent nous rejoindre et puis on les accueillera. Ils rejoindront un collectif dans lequel il y a beaucoup d'entraide. Il y a un groupe Facebook, on fait des visios chaque semaine, on fait une rencontre annuelle à Paris avec les professeurs qui viennent de partout en France. C'est d'ailleurs l'argent du livre et du film permettent de financer les billets de train des collègues, parce que nous, on ne voulait pas toucher d'argent à titre personnel, mon collègue et moi, parce qu'on a le sentiment, comme je l'explique dans le livre, qu'on n'a pas beaucoup de mérite dans la création de cette méthode. Enfin, elle vient vraiment de Drancy, quoi. Donc, l'argent du livre et du film permet de financer les billets de train des collègues qui viennent pendant l'année et à la réunion de fin d'année. Et donc, que tous les collègues qui le souhaitent nous rejoignent et on les accueillera avec grand plaisir et connaîtront cette même libération, si je puis dire, ou ce sentiment de libération que la méthode favorise pour nous enseignants. Et ce à quoi j'aspire, c'est que nous continuions de grandir. Encore une fois, on a été seuls pendant des années, on est quelques centaines maintenant. L'objectif, c'est peut-être d'arriver à 1000 enseignants en 2030, au bout de quelques années, au bout de 10 ans. Parce que si nous sommes 1000 en 2030, ça voudra dire qu'il y a des collègues qui se sont lancés en 2021, 2022, 2023, 2025, qui auront 3, 5 ou 8 années d'expérience et qui seront capables à leur tour d'accueillir tous les nouveaux collègues comme moi je le fais seul à l'heure actuelle. Et de façon à ce qu'ensuite le plus grand nombre puisse nous rejoindre, puisqu'on publiera un manuel qui est en cours de préparation, on mettra en ligne toutes les ressources pour que les collègues qui à l'heure actuelle ne se sentent pas d'essayer pourront le faire librement s'ils le souhaitent. Et donc, ce à quoi j'aspire, c'est simplement que les collègues qui en ont envie continuent de nous rejoindre comme ils le font chaque semaine, et j'en suis très heureux. Et du coup, vous voyez que dans ma réponse, je ne parle pas de l'institution, parce que finalement, l'éducation nationale dysfonctionne sur tellement de points, comme j'en parlais tout à l'heure, l'absence d'accompagnement des enseignants, l'absence de ressources humaines. On est l'un des seuls métiers pour lesquels il n'y a pas de médecine du travail. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Le fait que l'institution a tendance à un peu planquer sous le tapis les difficultés, le fameux pas de vague, ou comme je le disais, les salaires qui sont ridicules, en particulier pour les profs des écoles, et le fait qu'on subit des réformes sorties du chapeau tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Les groupes de niveau, là, le groupe de besoins, l'année prochaine, s'annonce de manière catastrophique. Et donc, et puis 2 ans après, il y aura quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, dans notre collectif, nous nous tenons assez éloignés de l'institution parce que celle-ci dysfonctionne. Et l'institution nous a proposé d'ailleurs de labelliser, d'officialiser cette méthode qu'on a développée pendant des années dans notre coin. En fait, c'est l'Élysée carrément qui nous a contactés l'année dernière. On a fait une visio avec le secrétaire national du Conseil national de la refondation. C'était cette espèce d'organisme qui était censé, dans plein de domaines, relever les bonnes idées qui se font sur le terrain et les diffuser nationalement. Et donc, notre projet a été sélectionné. On nous a proposé donc de l'institutionnaliser et on nous a proposé en gros, avec notre accord, d'appuyer sur un bouton pour qu'il y ait 10 000 profs
l'année suivante qui appliquent cette méthode. Et donc nous, on a absolument refusé parce qu'à la fois, il est hors de question d'être associé au gouvernement actuel qui, en termes d'éducation, à nos yeux, prennent des décisions qui sont catastrophiques. Donc d'une part, on ne voulait pas être associé à eux, et puis d'autre part, on est très attaché au développement horizontal de notre méthode, du fait que c'est vraiment une méthode de prof pour prof, et qu'elle se transmet de cette manière-là. Puis il y a une vision un peu condescendante aussi des enseignants dans l'idée que l'État jacobin, la capitale, va diffuser de façon verticale la bonne parole pour que les profs, qui ne seraient que des exécutants en quelque sorte, appliquent. Il y a un peu cette idée derrière la mise en place de manuels labellisés, par exemple, chez les profs des écoles. C'est une vision un petit peu des profs comme exécutants, alors que nous, on est très attachés à la liberté pédagogique, et c'est pour ça aussi qu'on préfère laisser venir les collègues à nous, plutôt que notre méthode soit présentée comme un modèle, en quelque sorte. Donc finalement, nous avons très peu d'attentes envers l'institution, et nous espérons que l'institution ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire. Alors nous, dans le cadre de cette méthode, on n'a pas besoin de se justifier, si je puis dire. Nous ne faisons qu'utiliser notre liberté pédagogique. Donc, on n'a pas besoin du feu vert ni du directeur, de la directrice, ni du principal ou du proviseur, ou de la principale ou de la proviseure. Donc, les directions ne nous empêchent absolument pas de faire ce qu'on veut, les recteurs non plus, les académies non plus, et le ministère non plus. Donc, finalement, nous faisons ce que nous avons à faire, et nous les gardons loin de nous, ces gens lointains, plus ou moins toxiques, et qui prétendent agir pour notre bien. Donc simplement, si des collègues ont envie de nous rejoindre, qu'ils nous rejoignent, et une fois qu'ils se lancent, ils vivront cette même joie. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme je le dis à la fin du film qui est sorti au cinéma, je dis aux élèves à la fête de fin d'année, cette méthode, en fait, elle avait comme objectif de créer une bulle pour vous protéger des violences du monde. Mais en fait, je m'en suis rendu compte après, je fais une erreur dans ce discours, parce que cette bulle, c'est pas seulement pour protéger les élèves, c'est pour nous protéger tous. Et donc ce en quoi j'aspire, c'est que tous les collègues qui le souhaitent puissent nous rejoindre dans les années à venir, et cette famille, ce collectif qui grandit de plus en plus, est aussi un collectif dans lequel il y a beaucoup de bienveillance, de soutien, de solidarité, ce qui fait beaucoup de bien dans un métier qui est très beau, mais qui est très violent, notamment en raison de cette solitude. Et on mettra évidemment tous les liens en description du podcast pour rentrer en contact avec toi, mais aussi avec tous les autres collègues, pour tous les enseignants qui sont nombreux et qui nous écoutent. J'arrive à la dernière question. Alors tu le sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? En fait, je ne sais pas si la liberté existe. Je ne sais pas si le libre arbitre existe. Je ne sais pas si nous avons les moyens d'influer sur notre existence. Je pense que nous sommes tous le produit de notre environnement familial, sociétal. Mais dans le même temps, j'aime beaucoup la liberté comme illusion, si je puis dire. C'est une illusion dans laquelle je crois. Et c'est ce qui me pousse, chaque 30 août, une fois que j'ai récupéré la liste de mes élèves, à appeler les parents en me disant « J'espère que les parents vont me suivre et j'espère que ça va marcher. » Et du coup, ça marche plutôt bien et j'en suis heureux. Je suis heureux de voir aussi que les collègues qui font ce même pari constatent la même chose dans leur classe. Et donc, en fait, je souhaite aux enfants d'aujourd'hui, qui sont les adultes de demain, de croire en la liberté comme illusion. Et je nous le souhaite collectivement, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il me semble que les enfants d'hier, qui sont les adultes d'aujourd'hui, continuent de résonner en nous. J'ai le sentiment que la violence du monde, de notre société française en particulier, a tendance à enfouir cet enfant-là, un petit peu naïf, ou qui parfois a de grands espoirs que la violence de l'existence a tendance à réduire en miettes. Je souhaite aux enfants d'aujourd'hui de croire en la liberté comme illusion, de rester des enfants. Et je nous souhaite, nous tous, de ne pas être trop fatalistes, de continuer de croire en la liberté et de peut-être davantage écouter l'enfant qui est en nous. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver,
Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.